Sorare, c'est un jeu en fait fantasy sport. Donc en fait ton équipe tu l'as fait avec des cartes digitales. On a accès à des milliers de récompenses uniques, tu vois. Donc joue avec Zidane, rencontre Mbappé. I'm gonna need your help to manage my Sorare account. Only on SoRare.com. T'es fan de foot? Donc tu te sens plus founder que CEO, on va pas se mentir. Tu parles le langage des techos. Est-ce que ton job de CEO à la tête de Sorare a une date d'expiration? Comment on monte une boîte très technique et on convainc des VC de nous suivre sans être technique? Salut à toutes et tous, c'est Yacine et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la tête d'un CEO. Je commence l'épisode en disant « La résilience paye les amis » et toutes les personnes qui m'écoutent depuis un bout de temps savent très bien que ça va être un super épisode. Bon, j'ai Nicolas, Julia autour de la table, comment ça va ? Bonjour à tous et ravi d'être avec toi Yacine, ça va très bien, vraiment. Écoute, tu portes un magnifique maillot de l'équipe de France, en maillot de vainqueur. On est fiers de notre pays. Moi, je sais pas mentir de manière, donc je crois que les gens voient à quel point je suis excité. Il y a aucune note, pas de prépa, mais bon, on va mettre les pieds dans le plat. Ça fait combien de temps que je t'harcèle, Nico ? Écoute, je sais plus, mais je sais qu'il y a eu 3-4 reprises où je t'ai dit c'est pas le bon moment, c'est pas le bon moment, c'est pas le bon moment. Que Gad Elmaleh m'a répondu avant toi, et j'ai galéré aussi. Écoute, non, mais puis là, voilà, c'est vrai que c'était un peu plus approprié en ce début d'année, donc je suis ravi d'être avec toi, vraiment. Trop content, et tu vois, quand tu m'as dit oui sur Insta, j'étais en mode let's go, mais ça m'a intrigué, je suis curieux de savoir pourquoi maintenant. Pourquoi maintenant ? Écoute, c'est plus que j'étais concentré sur les 2 dernières années, vraiment sur l'interne, parce que pour ceux qui ont suivi un peu l'aventure de Sorare, on a levé pas mal d'argent, j'ai dû structurer les équipes, structurer la boîte, parce qu'en fait quand on a levé, on était 17 quand on a fait notre grosse levée de fonds, tu vois. Donc sur les 2 dernières années, j'étais très concentré sur l'interne et j'étais au final très peu présent sur l'externe. Donc tu vois, la communication, les événements, etc. Et là, voilà, on est arrivé à un état où je peux, tu vois, beaucoup plus délégué, j'ai une équipe de confiance autour et donc je peux revenir un petit peu sur l'externe et puis voilà, donc tu fais partie des podcasts qui étaient en haut de ma liste, tu vois, donc t'es un des tout premiers en fait pour moi de l'année, quoi. Ça fait grave plaisir. Voilà. Et avant que j'oublie, cher Seb Quadon, c'est une dédicace pour toi, parce que je lui ai dit là il y a pas longtemps, je lui ai dit Seb, les intros d'il y a 2 ans, elles payent. Nico m'a dit ok. Seb, c'était un des tout derniers que j'ai fait avant de me mettre sur pause. C'était il y a longtemps, fin 2021. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, t'as fait une grosse levée, mais c'est drôle, t'as parlé d'une chose. En gros, tu dis que ton rôle de CEO a évolué. Ouais. Et en fait, c'est un peu la première question que je vais te poser. Attends, est-ce que tu veux pitcher Sorare pour les gens qui... Bien sûr. Allez, mais oui, on va pitcher Sorare, c'est pas ma première question. Ça. Non, mais écoute, c'est l'intro. Sorare, c'est facile. Hein. Sorare, c'est un jeu en fait fantasy sport. Donc pour ceux qui connaissent pas fantasy sport, c'est en fait tu fais ton équipe et selon comment les joueurs performent dans la vraie vie. Donc si Mbappé met un triplé, tu vas marquer des points. Et sauf que pour nous, en fait, c'est fantasy sport, mais avec des cartes à collectionner. Donc en fait, ton équipe, tu l'as fait avec des cartes comme les cartes Panini de l'époque, sauf que c'est des cartes digitales. Et t'as un vrai marché avec des vrais euros, donc tu peux acheter et revendre tes cartes. Voilà, donc en fait, t'es propriétaire de club à la fin, quoi. Tu vois, t'as ton petit club virtuel, t'achètes tes joueurs, tu les revends, tu fais tes équipes, donc t'es coach aussi. T'as un peu tous les rôles que tu peux avoir dans un coach. Voilà, donc c'est un jeu qui est un mix entre le virtuel et le réel, quoi. Tu vois. On va en parler. T'es fan de foot ? Je suis un gros fan de foot, fan de sport en général. C'est qui ton équipe ? Marseille, évidemment. Et l'équipe de France. De manière, j'ai entendu cet accent, voilà, j'ai apporté le maillot de l'équipe de France. T'as tapé juste. Ouais. Voilà, et on a 5 du PSG à la maison, je les ai laissés. T'inquiète, en plus, tu m'as dit t'as reçu des footeux. On n'a même pas parlé de ça. Je t'en ai cité 2, c'est du PSG. Non, on va rester en bon terme, Nico, quand même. Première question s'appelle Dans la tête d'un CEO. Ouais. C'est quoi un CEO ? Et je mets une petite nuance dedans. Est-ce que tu peux la différencier de ton rôle ou job de founder ? Complètement. C'est intéressant parce que effectivement, souvent, tu vois, déjà, quand t'es fondateur, t'es censé amener la boîte de 0 à 1, et puis t'es là pour une raison spécifique au début, et c'est très difficile, enfin c'est finalement assez rare qu'un fondateur reste sur 7, 10, 15 ans, et puis fasse évoluer ses compétences pour être toujours pertinent, quoi. Ouais, tu vois, garder le même job ou même rester sur un autre job, c'est pas toujours évident. Donc en fait,
le job de fondateur et le job de CEO, c'est deux choses qui sont complètement différentes, tu vois. Et tu peux être un fondateur au final qui est d'ailleurs même plus décisionnaire au bout d'un moment et qui devient un équipier, même si c'est difficile, mais c'est possible, tu vois. C'est son petit bébé, on dit. Donc bon. Voilà, mais c'est deux choses qui restent différentes, tu vois. Et un CEO, en revanche, son job, c'est quoi? Pour moi, je dirais qu'il y a 3 choses qu'un CEO doit savoir faire. D'abord, c'est montrer une direction, d'accord? C'est la vision. La vision, la stratégie, qu'est-ce qu'on doit faire. Donc, tout le monde doit savoir dans toutes les équipes à tout moment qu'est-ce qu'il faut faire et dans quelle direction on tire. Première chose. Deuxième chose, recruter. C'est toute la dimension ressources humaines, tu vois, savoir recruter, faire grandir les gens. Personne n'est fermé sur ça. Et s'en séparer s'il le faut, quoi. Mais non, mais c'est dur de se former sur de l'humain. C'est très très dur. Ouais. C'est probablement la partie la plus dure du job. Ouais, la partie la moins plus dure dans théorisable. l'entrepreneuriat. Ouais. Il y a de la théorie, mais ça reste le plus dur parce qu'il y a toujours de l'émotion, parce que c'est l'humain. Donc ça, c'est le deuxième pilier, l'humain, et les ressources humaines. Le troisième, c'est donner à son organisation, à son projet, les moyens. Donc ça passe, c'est des moyens financiers, mais globalement, assurer les conditions de succès, notamment qu'il y ait toujours de l'argent dans le compte en banque pour exécuter la stratégie qui est le pilier numéro 1. T'es quoi aujourd'hui? Tu te sens les deux? Je me sens les deux, ouais. En fait, la force du fondateur CEO, c'est que par rapport au CEO qui peut... Tu vois, il y a plein de boîtes, plein de startups où, au bout d'un moment, qui recrutent un CEO de l'externe. Bien sûr. Comme tu l'as bien dit, fondateur, t'as employé le terme, c'est ton bébé, tu vois. Il y a de l'émotion, effectivement, en fait. tu vois, moi, j'ai 3 enfants, mais quelque part, c'est pas comparable, tu vois, mais je pense beaucoup... J'espère qu'ils nous écoutent pas, là, attention. À Sorare aussi, tu vois. Le jour, on me posait la question, mais est-ce que tu déconnectes? Je dis, mais en fait, je pense depuis que j'ai créé Sorare il y a quasiment 6 ans, je pense, évidemment, il n'y a pas une seule journée où j'ai pas pensé à Sorare, mais je me demandais même s'il y avait, la plage horaire où j'ai déconnecté le plus, tu vois, c'est 4-5 heures, je pense, mais jamais plus, tu vois. Donc, c'est en toi, quoi, donc maintenant. c'est en toi, voilà. Il faut vivre avec, il faut être cool avec ça. Et ça va, il y a pire comme problème. Comment? Il y a pire. Non, mais voilà, moi, j'ai pas l'impression de bosser, tu vois, ouais, quand c'est je me un lève le plaisir. matin, tu vois. Donc, mais bon, fondateur CEO, c'est quoi la force pour venir, tu vois, à ce qu'on a évoqué, c'est que t'es un CEO avec une espèce de truc dans le ventre que peut-être qu'un CEO externe qui viendra pour autre chose n'aura pas forcément, tu vois. Donc, t'as un petit truc en plus qui est utile pour recruter, qui est utile pour parler à l'externe, qui est utile pour convaincre des C'est quoi, c'est la partenaires. passion, ça, tu dirais? En tout cas, chez toi. Je pense qu'il y a la passion, je pense qu'il y a le drive, je pense qu'il y a la pourquoi tu fais ça, tu vois, la vision, pourquoi quand tu te lèves le matin, t'as un petit quelque chose en plus que peut-être qui est plus dur à avoir pour un CEO externe, quoi, tu vois. Donc tu te sens plus founder que CEO, on va pas se mentir. Je me sens... alors, quand... J'apprends à devenir un CEO. Si tu veux, c'est pour moi un apprentissage qui durera pour les années, j'espère les décennies à venir, tu vois. Okay. Parce que c'est tous les 6 mois, en fait, tu dois te réinventer, la boîte évolue, donc tu dois apprendre des nouvelles choses au fur et à mesure. Tu commences par être fondateur, et c'est l'autorité naturelle du fondateur, et c'est comme tu disais, c'est ton bébé, etc. Et puis après, petit à petit, tu dois apprendre à structurer une boîte. Donc il y a plein de choses que tu apprends sur le tac, tu apprends en parlant à des pairs, à des coachs, à tes investisseurs, etc. Et donc ça, tu l'apprends au fur et à mesure, et tu l'apprends aussi en faisant des erreurs. Parce on peut en parler. Enfin, tu vois, c'est malheureusement le chemin, tu vois, de l'apprentissage. Hein. Il faut, en vrai, faut passer par là, quoi. Tout avait été facile, ce serait pas drôle, non? Ouais. Il y aurait moins de fierté et de satisfaction. Ouais, on préférait toujours que ça soit un peu... Non, mais il y a un truc intéressant, c'est que si tu sais quand tu montes ta boîte toutes les difficultés par lesquelles tu vas passer, tu montes pas ta boîte. On est d'accord. Et donc, il faut un grain de folie, il faut un peu de naïveté, tu vois. Vraiment, il faut ça, tu vois. Et ouais, si je savais le quart de la moitié de ce qui allait se dresser devant nous à plein d'égards, je dis pas que j'y serais pas allé, mais putain, j'aurais probablement un peu considéré différemment peut-être le lancement, quoi. C'est drôle, on en parle beaucoup récemment avec des invités. J'avais pas mis le doigt dessus, mais vraiment en naïveté moteur, non pas de l'entrepreneuriat, mais de se mettre en action. Ouais. Et j'ai le sentiment que l'entrepreneur embrasse l'inconnu, tu vois, genre il est serein. Est-ce que tu es serein avec l'idée que tu sais pas ce qui va se passer demain? Je sais pas si je suis serein, mais ce qui est sûr, c'est que j'ai une tolérance
au risque qui est probablement un peu plus élevé que la moyenne, tu vois. Mais tu le cherches ou pas? C'est pas que je le cherche, c'est qu'en gros, en revanche, je cherche des situations où si tu veux, j'ai un upside qui est potentiellement infini et une prise de risque qui est contenue. Et c'est juste qu'après, le mot contenu, c'est contenu, c'est-à-dire que, il n'y a pas de risque évidemment en pénal ou de risque de mort. Enfin, tu vois, il y a de l'effort que tu vas fournir. Il y a un risque qui est là, qui existe, mais qui te met pas dans des situations de merde, quoi, tu vois. Ouais, mais voilà. Et je pense que, tu vois, c'est ça effectivement, c'est quelque chose. Je réfléchis comme ça, ouais. Est-ce que ton job de CEO à la tête de Sorar a une date d'expiration? Une date d'expiration, je pense que, in fine, tu vois, c'est une question de motivation. C'est une question d'avoir la lucidité, de savoir si tu es à tout moment la meilleure personne pour amener la boîte à l'étape d'après. Si t'as le potentiel aussi, non? Et si t'as le potentiel d'y aller, tu vois. Il y a peut-être un plafond de verre. Évidemment. Après, c'est des conversations qu'on a tout le temps, tu vois, notamment avec ton board et tout, pour savoir comment tu fais pour aller à l'étape d'après. Tu vois, nous, avec Adrien, qui est mon cofondateur, et CTO, on a la chance d'avoir un super board, avec des super personnes qui nous accompagnent et qui nous aident, etc. Et puis on a la chance d'être toujours main dans la main comme au premier jour avec mon associé, avec la même vision, le même drive. Tu me dis à demi-mot, c'est oui, potentiellement il y a une expiration date, mais vous avez affiché clairement votre ambition, tu l'as dit, dans les prochaines décennies, t'as encore envie d'être là, quoi. Non, mais effectivement, si tu veux, je trouve qu'on est toujours au premier jour de l'histoire, tu vois, la société est très jeune encore, le potentiel il est immense. Pour moi, on a commencé à effleurer le potentiel. Quoi, t'as fait 1 to 5 là pour toi? Non, je sais pas, on a fait 0 to 1, tu vois. Genre, on a prouvé qu'il y avait un marché. T'as fait ton MVP là. En vérité, tu vois, je considère qu'on est encore relativement niche, tu vois, comme produit. On crée une nouvelle catégorie, donc on n'a pas, tu vois, on n'est pas en train de copier quelque chose qui existe ou quelque chose qui marche. Donc, tu vois, il y a des moments où ça va peut-être pas aussi vite que ce qu'on voudrait. Tu vois, dans le sport, il y avait les jeux vidéo, FIFA que tu dois connaître, il y avait les fantaisies traditionnelles, Mon Petit Gazon, il y a au sport, etc. MTG, bien sûr. Il y avait les cartes à collectionner, puis nous, on arrive un petit peu et il y a un peu de croisement parce que il y a des cartes à collectionner, il y a du fantasy, voilà, il y a des cartes que tu peux acheter, revendre, dans une dimension marketplace trading qui est très forte, tu vois, dans le produit, mais on crée un truc qui est vraiment unique et qui a un potentiel énorme parce que tu touches en fait à des comportements sur différents marchés adjacents qui sont tous énormes, tu vois. Donc voilà. Et les marchés du sport, tu veux dire, en général. Les marchés du sport et puis tous les différents comportements de collection, de gaming que j'évoquais, et on fait ça avec des licences officielles, ce qui amène une dimension authenticité au jeu qui est énorme parce qu'en fait tu joues avec des cartes, avec les vrais designs, donc ça c'est les images des joueurs, les maillots, etc. Et puis on a accès à des milliers de récompenses uniques, tu vois, donc joue avec Zidane, rencontre Mbappé. J'ai fait un tour dans les bureaux là. Ouais, t'as vu un petit peu oh putain. Ouais, ça donne envie, tu vois. Non mais c'est très cool. En mode podcast après ça. Moi j'ai pris des photos avec Zizou et tout, quoi. Non mais c'est ce que je dis. Des photos de Zizou. Moi j'ai pas l'impression de bosser, tu vois. C'est une passion et puis on donne du rêve aussi à des gens, tu vois. Donc ça c'est génial de faire ça avec ton boulot, quoi. Hâte de voir les prochaines années avec toi et Adrien toujours à la tête. On vous le souhaite. Bon, j'ai une première question qui est importante pour moi. On va step back. Ouais. J'ai fait un petit peu de VC. Ouais. Et quand t'as une levée, je sais pas pourquoi j'ai ce chiffre, mais est-ce qu'il est bon, 685 ? Alors ouais, avec le secondaire, donc c'était pas 680 millions dans notre compte en banque parce qu'il y a aussi certains VC qui sont sortis, etc. Mais, ok. Donc c'était quoi, vers 2020 ? C'était en fin 2021, ouais. Ouais, ok. Tout à fait. Et à ce moment-là, bon déjà, plus grosse levée ever ? C'était à l'époque la plus grosse en France, ouais. C'était ta première ? C'était où il y a eu un petit pré-seed avant C'était la 5e levée de fonds pour nous. On a fait un pré-seed de 500 000 €. Ensuite, on a fait un seed de quelques millions. Enfin, on a fait une extension du seed. Après, on a fait une série A de 50 millions avec Axel et Benchmark. Ah, je savais. Et ensuite, on a fait une série B. Donc, non, on a levé de l'argent
d'argent avant, parce qu'on commençait déjà à signer des ligues, et à acquérir des droits. Et on a levé, moi j'ai levé dans tous les contextes, quoi. J'ai levé dans des contextes où personne voulait nous lever de l'argent. J'ai levé dans des contextes où tout le monde voulait nous lever de l'argent. C'est ça que je trouve donc, fou, donc effectivement, ça a été, ça m'a beaucoup occupé pendant plusieurs années. Là, on a accumulé un trésor de guerre qui nous permet de voir le long terme. Trésor de guerre. Mais c'est tellement colossal. On avait besoin de. Mais en même temps, les droits étaient aussi devenus très, très. Vous en aviez besoin d'autant d'argent? On avait besoin de beaucoup d'argent parce que, si tu veux, au moment où on a levé, on anticipait le fait qu'il y allait avoir une croissance forte sur les cryptos, et sur le crypto gaming. Et nous, tu vois, on vient de là, en fait, parce que ces cartes, pour ceux qui ne sont pas familiers, en fait, ces cartes numériques, elles sont sécurisées, authentifiées par la blockchain, ce qui leur confère leur rareté, leur authenticité. Et donc, ce marché des jeux, en fait, où tu peux revendre tes items de jeu contre des vrais euros, donc on a appelé ça le Web3 Gaming, c'était vraiment en feu, en fait, fin 2021-2022. Et donc, nous, on était sur le marché du sport, on achetait des droits qui étaient uniques. Donc, en fait, quand on allait voir la NBA, la Première Ligue, etc., il y avait 7, 8, 9 concurrents en face de nous. Après, c'est des enchères. Et donc, moi, j'anticipais que il y allait avoir une forte concurrence. Il y a eu une forte concurrence. Et j'avais la vision de développer un acteur leader mondial, pas seulement en Europe sur le foot, mais aussi aux US, avec les grosses ligues US, la NBA, la MLB, etc. Donc, on avait besoin de ça pour aller à la bagarre, en fait, avec les acteurs américains notamment. Et c'était un rationnel très important pour acquérir ces droits et les garder sur le long terme. Et ce qu'on a fait en parallèle, c'est aussi qu'on a fait monter les principales ligues au capital de la boîte, donc investisseurs de la boîte. Pareil pour s'inscrire sur le très long terme. Donc bien sûr, on a des contrats pluriannuels avec eux, mais ils sont aussi investisseurs chez nous, ce qui facilite, tu vois, les renouvellements. Mais même le marketing, le marketing, le fait de s'aligner, en fait, et d'avoir des intérêts communs qui sont bien alignés, quoi. Kylian, il est investisseur chez vous? Oui. Il est investisseur chez nous. Je me suis baladé sur ton profil. Et je vois le premier post, c'était un truc de Kylian. On n'a pas forcément beaucoup communiqué là-dessus, mais tout à fait, il est investisseur. C'est la première startup dans laquelle il a investi. C'est ouf. Et, il a investi quand? Et c'était en 2022. Donc, bon. T'as créé quand Sorare? C'est quelle année? On a créé Sorare avec Adrien fin 2018. On a lancé le produit mi-2019. Alors, c'est exactement, tu l'as dit en fait, mais moi, de mes petits échos, et parce que les gens du VC à Paris, ils adorent bitcher ou parler, on va pas se mentir. C'est un petit milieu, c'est un petit milieu. Oui, mais on pourrait faire une télé-réalité dedans. Bref, ce que j'entendais, c'est donc cette énorme levée de fonds, mais surtout, il a galéré à lever. Et moi, la question, c'est... Ok, t'as établi, on a bien compris qu'il te faut un trésor de guerre pour pouvoir convaincre aussi, être même peut-être crédible auprès des grandes ligues. J'ai presque l'impression que si t'avais visé ne serait-ce que la moitié du budget, ça aurait pas marché, il fallait vraiment avoir des grandes ambitions. Ma question, c'est comment tu fais pour te prendre 50 portes et continuer à une époque où le Web3 n'est pas encore en vogue. Non, c'est vrai que... On parle même pas d'hier en 2018. Non, 2018, 2019, tu vois, ces levées-là, c'est des levées qui sont... excessivement difficile, tu vois. Donc sur la première levée, j'avais contacté plus de 100 fonds. J'avais eu, tu vois, 4 ou 5 marques d'intérêt solides, tu vois, pour je sais pas, une quinzaine de rendez-vous. Donc c'était très très dur. Et en fait, tu y crois. Enfin, déjà, tu sais que ça va être dur. Donc moi, je savais, tu vois. Je savais que étant en Europe, en fait, sur un sujet un peu en avance de phase, parce que, enfin, crypto, gaming et sport, tu vois, il n'y a pas très 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 grosse culture sport ici, pas trop dans le VC non plus. Gaming, ça arrivait un peu. Gaming, ouais, mais en fait, tu vois, nous, c'était pas notre background, tu vois, on venait plutôt des cryptos. C'est e-sport. Donc non, c'était pas évident. Mais bon, après, voilà, c'est de la résilience. Il faut adapter un petit peu son discours. J'avais un discours qui était à l'époque peut-être un peu trop crypto, un peu trop technique, que j'ai fait évoluer maintenant, tu vois, et le produit... Moins tourné vers le jeu? Ouais, peut-être un peu moins tourné vers le jeu et plus tourné vers les cartes et l'échange de cartes, etc. Et voilà, après on a fait évoluer le produit pour être plus grand public. Aujourd'hui, 95% des gens qui arrivent sur la plateforme, ils savent même pas que tu vois que c'est un jeu Web3, que les cartes, il y a cette authenticité, rareté qui est conférée par la blockchain. Les gens dans leur grande majorité paient avec leur CB et pas avec des cryptos, tu vois. Donc tout ça après ça a évolué parce que depuis le début, moi j'ai dit aux équipes, on vend pas de la
la techno, si tu veux, on vend une expérience utilisateur, on vend un bénéfice. Ok, pourquoi c'est cool d'avoir une carte Mbappé 1 sur 10 parce qu'il y a la rareté numérique, parce que tu peux la revendre contre des euros, parce que tu peux la jouer dans ton équipe et gagner des récompenses de folie avec. Voilà, c'est ça qu'il faut. Et puis on le fait déjà en achetant nos maillots qu'on va jamais revendre. Non, mais en vrai, on adore la collection. Ouais. Mais putain, c'est intéressant. Attends, est-ce que ce serait un conseil que tu donnerais à des personnes qui veulent lever des fonds quand on va voir des VC? J'ai l'impression qu'on a cette posture de dire moi j'ai trouvé la pépite, donc voici ma techno, voici mon avantage compétitif. Ouais. Alors qu'en fait, surtout quand tu ouvres un marché qui n'est pas encore couvert, c'est juste de dire voilà le pain, et nous, notre play, c'est voilà, nous on pense que ça va se passer comme ça. Ouais, non, mais je pense que tu as bien résumé. En fait, il faut, si tu veux, la techno, elle doit être au service, elle doit débloquer quelque chose qui n'était pas possible avant pour ouvrir un marché qui doit être énorme, tu vois. Donc, c'est comme ça qu'il faut tourner en fait ton discours quand tu entreprends avec une nouvelle technologie, en essayant de montrer en quoi ce que tu faisais. Ce que tu fais, c'était pas possible avant sans cette techno, tu vois, et comment cette techno-là, elle débloque en fait. C'est 10% du pitch limite, quoi. Mais ouais, tu vois, moi j'ai très 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 peu de questions sur la technologie en particulier et tout. Et en fait, les gens voulaient voir pourquoi les utilisateurs ils utilisaient le produit, c'était quoi la valeur de la pour techno. eux. Et tu vois, derrière, après, oui, il y avait des due deals techniques et tout, mais c'était pas le cœur, du sujet, parce qu'on est sur un projet B2C comme le nôtre, tu vois, c'était pas ça l'enjeu, quoi, tu vois. Et avec toutes ces incertitudes, parce qu'en plus là je viens de mentionner B2C, on a toujours dit, tous les VC te disent va faire du B2B, va faire du B2B AI aujourd'hui. En Europe, effectivement, pas mal. Ce sera plus simple à vendre et à financer. Et moi la question que je voulais te poser, c'est donc Adrien, CTO certes, mais toi, tu as fait l'EM, tu as monté une première boîte, il me semble, avant, dans l'IA, c'est justement, ça dans l'IA, ouais. C'était, on parlait d'IA ou de NLP alors, on parlait déjà d'intelligence artificielle. Mais pas de Gen AI, non, il n'y avait pas de Gen AI. n'y était pas. Il n'y avait pas encore ça. Ouais. Comment on monte une boîte très technique et on convainc des VC de nous suivre sans être technique? Ça, c'est la force de notre association avec Adrien, tu vois. C'est une force, ouais, c'est que moi, c'est pas mon domaine. Lui, c'est son domaine. Ça a été un des tout premiers à s'intéresser aux cryptos, à la blockchain en France. Donc il est riche, Adrien. Très solide. Il est très solide sur ces émissions-là. Je te laisserai l'inviter, lui poser la question si ça t'intéresse. Mais non, c'est quelqu'un de c'est une référence vraiment sur la blockchain et sur les cryptos et sur la dimension tech en général. Ouais. Et donc ça, c'est très reposant pour moi en tant que CEO de savoir que j'ai quelqu'un de très solide sur ces aspects-là et qui peut amener la boîte très loin, tu vois. Mais c'est siloté? Tu parles le langage des techos? Je parle, si tu veux, on a appris, oui, on a appris à se comprendre. Moi, je vais pas te tester. Hein. Non, je te dis, j'ai pas une ligne de code là ou quoi. Non, mais c'est important, si tu veux, de comprendre les grandes décisions techniques. Dans des termes un peu business, tu vois, de faire un peu un business case de ok, si on migre telle partie du produit dans tel langage, etc., qu'est-ce que ça veut dire, combien de temps ça va prendre, qu'est-ce que ça va nous amener. Il faut s'intéresser aux décisions structurantes, les décisions que tu pourras pas facilement, sur lesquelles tu pourras pas forcément rétro-pédaler, où tu vas t'engager sur des années et tout. Là, il faut comprendre, là, il faut avoir des conversations, faut écrire les choses, etc. Après, sur le quotidien, non, après, il faut faire confiance aux équipes, quoi. Je vais te parler du recrutement, tu me parles d'équipe. Tu me fais des intros. Je te fais des passes décisives, des petites galettes. Ouais. J'allais dire d'un N'Golo Kanté, bon, il récupère plus le ballon. Mais bon, d'ailleurs, dédicace à N'Golo, si tu nous vas, tu as ta place. Viens ici. Viens, on est bien là. Ce beau studio. D'ailleurs, merci pour l'accueil, on l'a pas dit, mais des magnifiques studios. Avec grand plaisir. Chez Sorare. Tu sais qu'à l'époque, il y avait un débat, Sorare, Sorare. Ouais. Il y a toujours, moi j'ai pas de problème, en fait j'aime bien que les gens s'approprient, tu vois. Ouais, ok, mais pourquoi Sorare? Il y a un côté italien. Ouais, je sais pas. C'est un grand maillot mystère. du Napoli là. C'est un grand mystère, effectivement, qu'on n'a pas tout à fait percé, mais il y a un pourcentage important même en France de gens qui sont sur le Sorare. Sur le Sorare, je crois qu'on n'aime pas le côté English. Bref. Recrutement, on va mettre les pieds dans le plat.
Déjà, vous êtes combien aujourd'hui? On est une centaine. On est une centaine à Paris et une petite dizaine de personnes à New York. Juste 10 à New Ouais, York? ouais. Ah, On a centralisé en fait tout le produit et le marketing à Paris ok. pour plus d'efficacité en fait. Voilà, on a eu à une époque une équipe un peu plus importante à New York, effectivement, et Moi, j'ai on apply a à l'époque. recentré. Ouais. C'était pas à New York. On va en parler. On va On en va en parler. parler un petit peu. Allez, j'allais dire, ouais, c'est quoi les erreurs de recrutement? Mais on va y arriver juste après. D'ailleurs, est-ce que c'est pas les pires erreurs, j'imagine? C'est toujours les plus douloureuses, et encore une fois, parce qui coûtent le plus. il y a de l'humain, ouais, effectivement, ça coûte de l'argent, mais surtout, il y a de l'humain, et puis voilà, quoi, il y a des gens qui t'as cru, et voilà, malheureusement, pour lesquels ça n'a pas marché, et puis donc ça prend du temps, en fait. Moi, je sais pas si j'aurais été un bon fit. Je me rends compte, non, mais de manière très honnête aussi aujourd'hui, je me rends compte que j'ai besoin de mon espace un peu créatif, tu vois, et de faire les choses par moi-même. Par contre, j'avais apply et je l'ai dit juste avant à Irène. Je dis, mais putain, je crois que j'aurais pu bosser pour vous gratuitement. Et j'ai cette question. Et là, c'est à toutes les personnes qui nous regardent, mais c'est sûr qu'il y en a qui nous regardent parce qu'ils sont intéressés par le sport, le foot et qui connaissent Sorar. C'est quoi le tips pour rentrer chez vous? Parce que j'avais fait une lettre de motif, mais béton. Tu sais que j'ai fait la Coupe du Monde en 2014 au Brésil, j'étais avec le maillot et tout. Mais bon, ça l'a pas fait, c'est pas très grave. Mais raconte, c'est quoi Non, les tips? écoute, le type pour rentrer chez nous, je pense que c'est pas différent de beaucoup de boîtes. Faut être fan de foot ou pas, forcément? Il faut ce qui est sûr, c'est qu'il faut essayer de faire un petit peu l'extra effort pour montrer dans ta candidature, que ce soit dans ta lettre ou autre, que tu t'es intéressé à la boîte, que tu t'es intéressé au rôle, et voilà, essayer de te démarquer un petit peu. C'est vrai qu'on a beaucoup de candidatures, et donc il faut essayer de comprendre que tu te projettes dans le rôle et essayer de prouver la valeur que tu peux avoir. On s'en fout du CV? Ah ouais, nous on a des profils hyper divers, donc il y a pas de et on fait confiance beaucoup aussi à des profils qui sont relativement juniors, tu vois, par rapport au poste qu'on ouvre. Donc voilà, c'est montrer de la passion, en fait, être un peu profond dans ses motivations, tu vois, savoir les articuler. Je pense que c'est important. Je mets de côté, en fait, je pars du principe que la personne, d'un point de vue technique, tu vois, c'est top niveau, c'est apte, etc. Après, ce qui fait la différence, c'est la motivation, c'est l'envie, parce que c'est une start-up et parce que c'est dur et que c'est ça qui te permet, en fait, de passer outre les difficultés qui sont inhérentes à une start-up, quoi. Écoute, tu dis start-up et tu dis beaucoup de recrutement, enfin beaucoup de candidatures, et pas tant de recrutement au final que ça, vu que vous êtes qu'une centaine, c'est pas si gros. Non, c'est pas si gros, ouais. Et moi, t'as vu, je suis un peu un pirate. On va pas se mentir, je t'ai harcelé. Avec un sourire. Est-ce que tu recommanderais ça pour des gens qui veulent apply chez Sorar? Écoute, franchement... on se voit aujourd'hui. Non, mais tu vois, t'es resté... non, mais c'était totalement courtois. Et tu vois, t'as les bonnes pratiques de la relance. C'est ça, je dirais ça comme ça, tu vois. Tu vois, tant que ça reste mais les gens, ils raisonnable. Ils ont peur, tu sais, de brusquer... Non, faut pas s'excuser. Faut toujours essayer de savoir quand c'est le bon moment pour recontacter. Tu vois, on va te dire, ok, on aura plus de visibilité dans 3 à 6 mois où il y a ça et ça qui peut s'ouvrir, et puis ensuite faut juste revenir. Après, il y en a pas mal qui sont rentrés, tout à fait, mais il y en a plein qui sont rentrés aussi en commençant un peu sur les côtés, tu vois, des gens qui ont pu des events ou des gens qui ont participé à la création d'un podcast autour de Sorar, pas drôle. Tu vois, mais ou d'un jeu, ou qui ont écrit un blog, ou qui ont écrit, enfin il y a pas mal de gens qui faisaient des choses dans l'écosystème Sorar au sens large, souvent des side projects, tu vois, pas forcément juste montrer un intérêt en temps, plus. et qui ont fini par devenir, on a un exemple de PM comme ça chez nous, on a un exemple de quelqu'un qui est dans l'équipe produit côté opération, qui s'occupe de la mise sur le marché des cartes, on a des exemples côté business development, donc un exemple côté support. Tu cherches comme toi des gens qui n'ont pas l'impression de travailler au quotidien, tu dirais ça? Écoute, je trouve que c'est quand même un avantage, tu vois, de se dire que tu as l'impression d'avoir un impact avec ton boulot et de donner du plaisir à des fans. Je trouve que c'est bien, quoi, tu vois. En plus, il y a un énorme aspect communautaire avec vous. Un gros aspect communautaire. Enfin, puis voilà, on passe beaucoup de temps à bosser, donc autant choisir quelque chose dans lequel on croit et qui nous anime, quoi. Bon, on va dans le plus croustillant. Je sais pas si
ta première boîte, t'avais embauché beaucoup de monde ou pas? Non, pas beaucoup. C'était une Non. petite structure quand je suis parti, une dizaine. Ouais. Quand tu recrutes, allez, on va même faire la levée post 50 millions. Bah tiens, c'est drôle, vu que cet argent, c'était pour signer des partenariats, vous aviez un enjeu de recruter énormément après cette levée, comme toutes les startups, ou pas forcément? Écoute, on a toujours levé dans des bonnes conditions en présentant un plan, en gardant la gouvernance avec mon associé et les employés sur en gros, la direction de la boîte. Et pour nous, un des principes clés, c'était de pas faire n'importe quoi sur le nombre de personnes qu'on voulait recruter. C'était l'époque 2021-2022 où il y a eu beaucoup d'exubérance et sur les levées et sur les recrutements, avec malheureusement certaines fois, tu vois, des besoins de rétropédalage douloureux dans le passé, par la suite. Donc nous, on a toujours été assez, comment te dire, raisonnable, tu vois, dans la manière dont on recrutait. T'as calculé, rythme. Ouais, Il y a un rythme dans lequel une organisation peut voilà, digérer des nouveaux êtres humains, tu vois. Non, mais c'est vrai. Si tu vas trop vite, en fait, au bout d'un moment, il y a de la casse, quoi, et tu crames. Donc, il n'y a pas eu de casse chez vous? Vous êtes pas chié Non, bien sûr, on a fait des erreurs de recrutement. On en a fait plusieurs sur voilà, des profils qui venaient d'organisations un peu trop différentes, un peu trop type grand groupe, tu vois, où il n'y avait pas forcément un fit, quoi, par rapport à notre culture, quoi. Est-ce que je veux pas parler de tes équipes, c'est très compliqué. En plus, dans un recrutement, il y a parfois 3-4 personnes qui rentrent, mais j'aimerais savoir, toi, est-ce qu'il y a des signaux où tu t'es fait berner? Et quand je dis berner, on est des humains. On veut voir ce qu'on veut par moment. Non, mais écoute, t'as raison, en fait, il y a des moments, je pense qu'il faut jamais se presser. Ça, c'est un premier apprentissage que j'ai eu, tu vois. Sur certains postes, tu dis, ah là, c'est vraiment urgent, il nous faut quelqu'un et tout. Mais en fait, il vaut mieux quelqu'un qui est peut-être un peu trop junior, mais qui est à fond, qui est complètement aligné avec tes valeurs et qui se donne et qui va patienter un peu plus longtemps avant d'avoir son boss ou tu vois, ou quelqu'un qui l'aide, plutôt que de se précipiter, même si t'es à moitié certain, et avoir quelqu'un malheureusement dont tu devras te séparer 6 mois plus tard. Donc je dirais, il faut avoir un niveau de un standard élevé et prendre son temps, et prendre le temps jusqu'à ce que la personne qui te rejoigne en fait soit au niveau de standard que tu veux pour ton organisation. Je pense que ça, c'est un premier gros apprentissage. Et après, le deuxième gros apprentissage, c'est aussi de savoir le type d'organisation où tu vas pouvoir, entre guillemets, aller faire de la prospection. Pour pas employer le terme chasser que je trouve un peu moins adapté, tu vois, mais après tu parles de trésor de guerre, hein, donc ouais, non, c'est vrai, mais en tout cas pour les hommes et les femmes, c'est peut-être plus adapté la recherche, on va dire, quoi, tu vois. Recherche de talent. La recherche de talent. Et donc voilà, il faut juste savoir le type d'organisation où tu penses que ça va pouvoir matcher avec toi, et celle où au contraire peut-être que en fait c'est pas la même culture, et si tu vas chercher dans ces orgas là, ça ne marchera pas, tu vois. Et en même temps, je suis sûr qu'il y a des gens dans des bonnes orgas qui se sentent moins bien et vice versa, donc c'est très dur. Mais tu peux pas généraliser jamais. Et t'as toujours des contre-exemples, mais bon, en même temps, il faut aussi un petit peu guider tes managers. Bien sûr, aller chercher ton pool. Voilà, pour qu'ils sachent où aller chercher, quoi. Il y a tu vas pas nous dire où est-ce que tu vas voler tes employés, mais c'est quoi les boîtes C'est compliqué ma question, parce que vu qu'on est en train de parler de ça, les gens vont se dire ok, il est allé choper des employés, aller les chasser de ces boîtes. Mais est-ce qu'il y a des boîtes en fait où toi tu te dis j'aurais pu bosser pour ces boîtes-là? En fait, je regarde plus les traits caractéristiques de certaines boîtes, c'est-à-dire est-ce qu'ils mettent l'utilisateur au centre, est-ce qu'il y a une culture de l'expérimentation, de la rapidité versus, tu vois, des trucs avec des cycles super longs. Donc déjà plus start-up. Est-ce que on est dans du B2C versus du B2B. L'aspect communautaire. L'aspect communautaire, super important aussi, tu vois, mais bon, c'est lié au B2C, mais hyper important aussi. Donc, supporter du PSG. Pas forcément supporter du PSG. Non, mais ouais, c'est plutôt des traits comme ça, tu vois, des traits comme ça qui sont importants. Ouais. Mais qui sont pas faciles à voir. Mais bref.
Je voulais te poser une question plus perso. Tout à l'heure, tu en as parlé. On fait un peu tout ça dans tous les sens, mais là, on va vraiment rentrer dans le vif de Sorare. Putain, non, j'ai une autre question. Ouais, attends, celle-ci, vu qu'on parlait des équipes. Après, je te poserai mon autre question. Je veux parler juste de l'art de déléguer. Est-ce que ça n'a pas été le truc le plus dur pour toi? Et est-ce qu'il y a des tâches où tu aurais dû déléguer bien plus tôt? C'est une question intéressante parce que je pense que j'ai presque fait l'erreur inverse. T'as trop délégué trop C'est-à-dire rapidement? que, ouais, en fait, j'ai recruté en fait des profils, tu vois, quelquefois très seniors, en me disant, Ils sont aptes. ils sont aptes, tu vois. La personne en question, elle a 15 ans, 20 ans, j'en sais rien, d'expérience. Je vais lui donner 3 gros objectifs et je vais la laisser dérouler. Attention, grosse erreur. C'est Même si ça vient de la start-up, même si elle a été habituée à ça, cette personne. Ouais, même si, en fait, il y a un besoin en fait d'être dans le détail dans ton management en tant que CEO quand tu recrutes même des personnes très très seniors, de vraiment de comprendre, de s'assurer que en fait la personne va exécuter exactement dans la direction que tu veux. Et de recadrer, rediriger quand ça va pas, tu vois, que ce soit dans la qualité de l'exécution, que ce soit dans la vélocité de l'exécution, ainsi de suite, que ce soit dans le recrutement. Et voilà, si tu te détaches un peu trop et que tu penses que fixer des objectifs et se voir une fois par semaine, 1 heure, ça suffit, je pense que ça peut mener à des échecs. Donc, faut rester très près. Ouais, ok. Et voilà, c'est aussi pour ça que c'est plus facile de faire monter sur des postes de leadership, surtout sur des boîtes comme nous, où on crée une nouvelle catégorie, sur un secteur très spécifique, des personnes de l'interne qui ont en fait Déjà l'ADN. la vision, la boîte chevillée au corps, et tu vois, où tu sais qu'en fait, ça va, tu vas avoir des taux d'échec qui vont être plus faibles. C'est drôle parce que, en fait, dans ce que j'entends, est-ce que tu es d'accord dans les biais de communication? Est-ce que tu t'es rendu compte que tu donnais pas assez d'infos, ou que même par moment, les gens comprenaient pas exactement ce que toi tu voulais dire? Tu vois ce que je veux dire? Il y a ce que tu penses, il y a comment tu le dis, il y a comment la personne l'entend et comment elle l'interprète. Pour moi, il y a eu 3 phases. Il y a une phase, si tu veux, sur on va dire année 0 à 3, où j'étais hyper direct, transparent 100%. Je dis les choses. Non, mais tu vois, je dis les choses comme je les pense au moment où elles arrivent. Ok. Et ensuite, il y a une phase où on a recruté ces profils un peu plus seniors, un peu plus entre guillemets grands groupes, où on s'est structuré, où on a mis en place des process de com et tout, et où en fait, j'ai un peu perdu, si tu veux, ce côté direct et cette transparence, et en fait ça a un petit peu dilué à des moments, Ok. tu vois, la culture et l'info et tout, et je pense que c'était une connerie, et du coup j'en suis un petit peu revenu, tu vois, et je suis revenu sur un mode de communication plus direct, sur une transparence quasiment totale, et C'est sur sous-côté la communication, non? ouais, complètement. C'est quelque chose sur lequel, on, tu vois, pour évoquer le sujet aussi avec des pairs de CEO de start-up, quel que soit le stade, c'est souvent un sujet qui est un peu sous-investi, que ce soit sur le fond, mais aussi sur la forme, tu vois, qui a beaucoup d'importance, et ouais, effectivement, c'est hyper important d'y dédier du temps. Et d'être autocritique, quoi, j'imagine. Ouais. Complètement, ouais. Et on enchaîne, cher Nicolas, car je t'ai encore avec moi une vingtaine de minutes. Bon, c'est la question que je vais te poser depuis tout à l'heure, et t'en as parlé au tout début. Je me suis dit, on va attendre un petit peu. Là, on a bien mis les pieds dans le plat. C'est quoi ta mission de vie? Qu'est-ce que tu cherches à te prouver, à prouver au monde? Je sais pas, mais qu'est-ce que tu cherches à travers ton activité entrepreneuriale? Écoute, il y a plusieurs choses qui me motivent. La première chose qui me motive, c'est de montrer que
depuis l'Europe et depuis la France, on peut construire un géant. On a parlé de B2C, tu vois, en l'occurrence dans le sport. Ok. C'est une première chose qui me motive vraiment. Et du coup, en fait, créer de la richesse, créer de l'emploi, et puis voilà, prouver qu'on peut créer ces géants-là depuis l'Europe, depuis la France, c'est quelque chose qui me motive vraiment. Te le prouver ou prouver au monde? Écoute, me le prouver, oui, bien sûr, prouver que, tu vois, Mais t'en es convaincu? t'as envie de, évidemment, depuis le premier jour, on en est convaincu. Et ouais, t'as envie de gagner, quoi, tu vois, il y a ce côté un peu compétition, tu vois. C'est un jeu et un challenge. C'est un challenge, et en fait, c'est jamais linéaire, tu vois, il y a des moments plus faciles que d'autres et tout, mais c'est quelque chose qui me motive énormément. La deuxième chose qui me motive énormément, c'est avoir un impact via le sport, parce que le sport c'est quelque chose qui est incroyable pour rapprocher les cultures, rapprocher les peuples. Et tu vois, moi, il y a rien qui me génère plus d'émotions que toutes les semaines, tu vois, il y a des gens de la communauté qui sont rencontrés grâce au jeu, grâce à Sorare, qui se rencontrent dans des villes un peu partout dans le monde, dans des bars, tu vois. Et ça, en fait, je trouve ça La passion. incroyable, tu vois. Et donc, continuer à avoir de l'impact via le sport, et puis générer des vocations, peut-être le troisième truc, et notamment des vocations d'entrepreneuriat. On en parlait un petit peu avant de partir live sur le podcast, tu vois, mais ça, c'est un truc que je trouve extraordinaire, tu vois. J'ai eu la chance de pouvoir investir dans quelques boîtes. Quelquefois, j'en accompagne d'autres différemment, ou juste le fait, tu vois, d'inspirer et que quelqu'un m'écrive ou me dise, écoute, voilà, j'ai fait ci, j'ai lancé ça, parce que Et il répond, hein. Parce que je t'ai entendu là, je réponds le plus souvent et j'essaie de répondre tout le temps, mais ça c'est gratifiant. Ça c'est magnifique, ouais. Est-ce que toi, il y a quelqu'un qui t'a donné ça? Quelqu'un qui t'a montré que c'était possible ou qui t'a inspiré sans que même cette personne s'en rende compte? En France, je pense que dans la tech, on doit énormément de choses à quelqu'un qui s'appelle Xavier Niel, qui est un peu notre père à tous, et qui a fait tellement pour nous montrer le chemin et pour montrer que c'était possible, et qui a beaucoup donné en retour à l'écosystème et à ses entrepreneurs, et pas seulement de l'argent, mais aussi du temps. Donc voilà. Après, tu t'es entouré de gens, toi, ou pas? Je me suis entouré de gens, on a un board. J'aime pas trop la figure du mentor unique, tu vois, que tu vas aller chasser. Je pense qu'il y a des choses extraordinaires à prendre dans plein de gens, et il faut savoir s'entourer, et il faut pas uniquement s'entourer, mais savoir être dans une espèce de démarche d'apprentissage continu, pas seulement via les rencontres, mais aussi via les lectures, les podcasts, etc. C'est hyper important. Ouais. Tu dirais que toutes ces personnes que tu as rencontrées et que tu as côtoyées depuis que tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat te ressemblent, j'imagine, et que tu allais les voir parce qu'ils t'attiraient, mais est-ce que ça a rehaussé ton niveau d'exigence et d'ambition, et aussi le degré de faisabilité, en fait, de ce que t'entreprenais? Oui. Très philosophique. Non, mais bien sûr, parce que si tu veux, au final, quand t'es un CEO, t'as pas de manager, en fait, donc tu reportes quelque part à ton board. Ou à ta femme le soir. Et à ta femme le soir. Elle est pas payée pour ça. Non, mais tu as un board qui est là pour te mettre un certain niveau de standard, pour te donner du feedback sur tes résultats, sur la manière dont tu exécutes, etc. Donc forcément, en fait, ces gens-là doivent, et tu dois attendre d'eux qui rehaussent en fait tes standards, tu vois. Mais il y a des gens qui n'étaient pas liés à ton business, tu sais, auprès de qui tu as voulu. Moi, je te le dis à titre perso, vous rencontrez au quotidien, ou de manière hebdomadaire, mais via ce podcast. C'est pas moi qui l'intellectualise, c'est que des années plus tard, je me retrouve à me dire, j'ai des grosses ambitions, et je me dis, putain, c'est fou. Mais en fait, c'est parce que des gens. Regarde ce que tu me racontes depuis tout à l'heure. Il me dit qu'il est juste à 0-1, alors que t'as déjà une licorne entre les mains. Donc, est-ce qu'il y a des gens, sans que tu t'en rendes compte, que tu sais, t'allais vers eux naturellement parce qu'ils avaient ce feu en eux, tu vois. Je pense que les sportifs m'ont beaucoup inspiré, tu vois, et le fait d'échanger avec eux, tu vois, le premier sportif, on a des dizaines de sportifs qui ont investi dans Sorare, il y en a des dizaines qui nous ont aidés, même sans forcément être, tu vois, des investisseurs. Okay. Et le premier qui m'a vraiment marqué,
c'est Piqué. Je me souviens, Gérard Piqué, donc, qui est un ex-joueur du FC Barcelone, très très grand joueur, champion du monde, un des meilleurs, un des meilleurs défenseurs de le mot remontada l'histoire. dans ma tête. Ouais, Bref. tout à fait. Avec une sacrée histoire avec le PSG, tout à fait. Et donc Piqué, il est non seulement ça a été un footballeur d'exception, mais c'est aussi un entrepreneur. Ouais, il a investi très tôt, lui. Qui a investi très très tôt dans Sora, qui maintenant monte la Kings League, qui est une ligue de sport un petit peu alternative, hyper intéressante, très gamifiée, distribuée via des influenceurs, des streamers, etc. Et donc Gérard, je me souviens une des toutes premières fois que je m'assois avec lui, je lui dis mais en fait comment tu t'es mis à monter des business, à t'intéresser et tout, et en fait il me dit tu sais, nous on s'entraîne le matin, puis à midi voilà c'est terminé, je déj, et puis ensuite j'ai rien à faire quoi, donc je vais au bureau, tu vois, je vais au bureau, je bosse, tu vois, et j'ai fait ça depuis le début de ma carrière. Et en fait tu vois ce niveau d'ambition, le mec tu vois il avait l'objectif d'être champion du monde, et à côté de développer sa carrière d'entrepreneur et tout, c'est forcément ça et toi t'es comme ça, tu dis ouais j'aurais jamais son niveau sur le terrain, et en plus le mec ça va devenir un entrepreneur de génie, donc ça te met à un certain niveau d'exigence quoi, tu vois. C'est faux qu'ils voient pas le foot comme juste une finalité. J'ai l'impression, toi qui as vu beaucoup de footballeurs, et en vrai tu parlais de sportifs, et dans ma tête je me disais mais tous les sportifs sont pas Piqué ou Zizou ou Mbappé. Non, tous les sportifs tous ne le sont pas, mais on voit de plus en plus, à commencer par les États-Unis, ça arrive petit à petit en Europe, des sportifs qui se disent qu'il y a une après-carrière très et tôt, même en activité, et même en activité qui dit ok, en fait je suis pas qu'un sportif, j'ai des prises de position sur ce qui se passe dans le monde, j'ai des prises de position business, j'ai envie d'être actif quoi. C'est fou de te dire que tu as sacrifié ton enfance, parce que c'est quand même le cas pour ces personnes-là qui ont réussi à mettre un taux d'effort tellement élevé très tôt et peu mature, que moi je trouve ça fou. Mais ce que je trouve encore plus fou, c'est que c'est pas une finalité pour eux. C'est-à-dire que le mec, il arrive, il gagne la Coupe du Monde, ou juste il se retrouve en équipe première d'une belle équipe et il a un beau salaire. Ouais. Et visiblement, un Piqué, c'était en mode ok, what's next? Ouais. Bref. Ouais. Attends, on parle de foot, c'est ma mini-question. Après, on va parler vraiment de Sora. Je veux parler un petit peu du business. On va rentrer un petit peu, vraiment comprendre comment on fait du cash. Ouais, ça marche. Et de quoi je voulais te parler? Bah si, Marseille, ok. Donc c'est ton équipe. C'est qui le joueur que tu as rencontré avec Sorare? Moi, c'est simple. Tous tes posts, je me suis toujours dit, et c'est la question que je veux te dire, c'est en fait, t'es entrepreneur juste pour réaliser ton rêve de gosse, et c'est faire des photos avec Zizou, Mbappé. Non, mais en vrai. Parce que juste avant, tu me parles de Piqué. Ouais, je lui ai dit. Ouais. Non, c'est drôle ce que tu me dis, parce qu'en fait, tous mes potes me disent mais putain, mais pourquoi t'es pas tous les week-ends dans des stades ou en train de faire des soirées avec des joueurs et tout? Je l'ai quasiment pas fait, je te jure, je l'ai quasiment pas fait. Ouais, donc à chaque fois c'est pour le business. Très peu fait, parce que en fait ta vie d'entrepreneur, moi j'ai une vie de famille avec 3 enfants, une femme et 3 enfants, ça m'a beaucoup pris, et donc en fait j'ai dû aller en cumuler peut-être 4 matchs sur les dernières années. Je me suis fait un classico, j'ai même pas vu de match de première ligue alors qu'on a un gros partenaire avec eux. J'ai vu 2 matchs de NBA quand ils sont venus à Paris, voilà. Et je n'oublie peut-être un, allez, j'exagère, j'ai peut-être fait 5-6 quoi. J'ai vu des matchs en France, mais j'ai rencontré évidemment les joueurs que tu mentionnes, Zidane, Kylian, Gérard quelquefois, mais c'est pas ton job en fait. Ce que je te disais aussi en intro, c'est que ça fait partie de mon job. Le job de CEO, il évolue. J'ai eu une phase de la vie de la boîte où il y avait un fort besoin que je sois présent dans les bureaux, et que je structure la boîte, et que je recrute les bonnes personnes, en fait. Voilà, que je fasse évoluer le produit à un moment donné aussi, parce qu'il y avait un vrai besoin d'évolution, et maintenant, en fait, on rentre dans une nouvelle phase de croissance forte où je vais être un peu plus présent à l'externe, parce qu'aussi j'ai les gens de confiance et les systèmes et les process en interne qui sont dans déléguer. Donc voilà, donc je peux mieux déléguer. Donc je suis ravi. T'es le premier ambassadeur, c'est ça? Je suis un peu le premier ambassadeur, tu vois. Là, j'échange avec la personne qui gère le marketing chez nous. Je dis, moi, tu me considères comme un de tes canaux marketing, et tu m'utilises en fait pour raconter notre histoire quand c'est useful, et j'adore faire ça, tu vois, donc c'est cool. Mais comment tu te retrouves? Là, je te regardais à la photo NBA Paris Week, et là tu me parlais de Gérard Piqué, et c'est la même chose pour moi. Enfin, je veux dire, je rencontre des idoles aussi, j'ai rencontré Gad, et en fait
Comment t'arrives à aligner 3 mots, quoi? En plus, je vois la photo avec le big boss de la NBA, alors j'ai pas son nom, mais Adam Silver, imposant de ouf. Ouais. Comment t'as une conversation et comment t'arrives à poser des questions un peu de la même manière que je fais, c'est-à-dire vraiment un intérêt totalement égoïste, certes, mais vraiment je suis intéressé par comment t'as construit ton truc, sans bégayer, quoi. Non, mais en fait, écoute, en te disant, je suis légitime. Petit à petit, tu construis la confiance. Tu vois, la première fois, effectivement, quand je me suis assis avec Gérard, j'étais impressionné, tu vois. T'as bégayé? Des conneries, je sais plus, probablement j'ai dû bégayer, tu vois. Et puis, petit à petit, tu te dis, écoute, en fait, ça a l'air de les intéresser, ce qu'on fait. Ils ont l'air tu gagnes en confiance, tu vois, parce que, évidemment, la première chose la plus importante, c'est des utilisateurs qui sont absolument fans de ton produit, il y en a de plus en plus, etc. Eux, ça les intéresse, donc tu gagnes ta confiance, petit à petit. Après, tu fais équipe, tu vois. Enfin, te donner un exemple, la NBA, on a négocié le deal, il y avait Serena Williams à côté de moi, tu vois, et il y avait l'équipe de la NBA en face, etc. Parce qu'elle a investi aussi dans la boîte, parce qu'elle est en fond. Serena Ventures, qui fait de l'investissement dans les startups, tu vois. On a aussi un fonds Serena à Paris. Et il y a un fonds Serena à Paris, je pense pas kiffé. C'est pas la même chose, mais ils sont top. Et bref, et donc petit à petit, tu dis je suis à ma place. T'es en salle, t'es à ta place. Enfin, j'ai pas la prétention de dire que tu vois, on va avoir l'impact qu'ont eu des gens comme Serena Williams sur le sport ou sur le monde, mais en fait, ils sont intéressés par ce qu'on fait. On a une vision des valeurs. Tous. Ils te voient pas comme un petit qui débarque ou... Écoute, aux US, au début, il a fallu faire la place, ça c'est sûr. C'est parce que malheureusement, il y a encore... T'as monté les muscles. Non, mais il faut montrer la crédibilité, tu vois. La crédibilité via le business, évidemment, et puis via ton entourage, des investisseurs qui t'ont suivi, qui t'ont fait confiance. On a la chance d'avoir eu non seulement des athlètes, d'avoir le plus gros portefeuille de partenaires. On a 300 partenaires, tu vois, la première ligue, la NBA, la MLB. Donc c'est énorme, c'est le plus gros dans le gaming dans le monde. Et puis après, on a des investisseurs qui ont investi très tôt dans Facebook, dans Google, dans Uber, etc. Des benchmarks, des Accel, des Bessemer, etc. Et ça t'aide en fait ça valide, là-bas, quoi. Ça t'aide à construire une crédibilité qui par défaut forcément malheureusement pas très élevé quand tu viens d'Europe et de France, quoi. Et justement, juste savoir les US, mini parenthèse, après on va vraiment re-rentrer un peu, pour le temps qui nous reste, mais dans le business, mais est-ce qu'ils t'ont vu? Est-ce que il y a eu du bashing par rapport aux Français ou pas? Et ma deuxième question, j'ai ce biais-là, je ne sais pas pourquoi, que... déjà, ils sont plus gentils qu'on me le pense, mais au-delà de ça, quand ils font du business, ils font avant tout, ils créent une relation humaine. Oui. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Non, ça, c'est un vrai truc. Dans les négociations, donc moi, il y a une partie B2B dans mon business quand même, parce que, tu vois, ces négociations, ces partenariats avec les ligues, notamment. Ça reste des humains, après. Ça reste des humains, mais en fait, c'est effectivement aux US... d'un côté, c'est les négociants les plus durs parce que c'est des pros, tu vois, qui font des deals comme ça depuis très longtemps, qui sont très structurés, donc c'est dur. Mais d'un autre côté, c'est facile parce que c'est très pro et c'est très humain et c'est direct. Tu sais si ça va le faire ou pas le faire, mais il y a pas de, tu vois. Là où quelquefois dans des pays latins, ça peut être un peu moins rationnel, un peu moins linéaire, tu sais pas réellement à quoi t'attendre, ça peut prendre plus de temps, il peut y avoir des craintes, une peur de faire quelque chose de nouveau, que t'as pas forcément là-bas, tu vois. Donc voilà, après... Ça s'est bien passé, ça va? Ça s'est bien passé dans tous les cas. Non, mais t'as eu des petites galères ou pas? Tu veux dire aux US, sur les négos? Non, mais ça, après, c'était naïf? C'est beaucoup. Ouais, j'ai une part de naïveté. Ça a été un peu brutal, certaines négos, parce qu'il y a une concurrence incroyable. Donc, en termes de lobbying, quand tu vas signer la NBA, en face de nous, on avait sur le deal NBA dont je te parlais tout à l'heure avec Serena Williams, en face, il y avait Michael Jordan, qui était investisseur dans une autre boîte en face, qui appelait le commissionnaire Adam Silver pour faire du lobby contre nous et que ce soit, tu vois. Donc, c'était ça le truc. Donc, t'as fait perdre, t'as gagné face à ça, MJ. c'est juste, et ça, et on a gagné, tu vois. Et ça, c'était juste, enfin, c'est un truc que je peux raconter, tu vois. Mais il y avait, on a mobilisé une grosse dizaine de personnes à temps plein pour nous gagner ce deal, et puis il y en avait d'autres autour.
et c'était pareil en face, et c'était plusieurs boîtes, donc c'était chaud, quoi. Toujours dans les règles de l'art, mais chaud, quoi. C'est les gens du milieu juste que tu recrutes quand tu dis les 10 personnes là qui vont vraiment. C'est des investisseurs et alliés, quoi, tu vois. Non, mais je veux dire, c'est des personnes qui connaissent cette industrie, qui connaissent par exemple les droits de la NBA. C'est des gens qui sont dans le monde de l'investissement ou du sport, ouais. Et qui ont de l'influence. C'est ça qui marche. Bon, c'est la question que je veux te poser depuis tout à l'heure. Comment vous faites des thunes? Ouais, bah là, pour le coup, on n'a pas beaucoup innové, parce qu'en fait, on vend des produits dérivés. Nous, tu vois, tu portes un joli mail l'équipe de France là. Nous, on vend en produits dérivés aussi. C'est des cartes qui représentent des joueurs. Donc, comment ça marche? En fait, on a des partenariats avec des organisations de joueurs, des ligues, auxquelles on reverse en pourcentage de nos ventes. Donc, en fait, c'est très simple et c'est un vieux modèle. Hein. C'est un modèle comme les droits télé au final. Des royalties, revenus chers, en fait. Voilà, donc, il n'y a pas d'argent que vous faites, ne serait-ce que sur les échanges, enfin, des commissions de... Ouais, tout à fait. Si on rentre un petit peu dans le détail, quand on vend la carte pour la première fois, on partage une partie de l'argent qui est généré à nos partenaires. Et quand la carte elle est revendue, il y a une commission en fait qui est sur le marché secondaire. Et là, pareil, en fait, on va reverser une partie de cette commission à nos partenaires. Tout à fait. Vous avez combien de users? Alors, on a au total 5 millions de personnes qui sont inscrites, qui ont joué, etc. Dont moi. Hein, pardon. Dont moi, évidemment. Dans toi, et puis quand j'ai apply, j'ai quand même fait mes recherches. Ouais, et en fait, aujourd'hui, on a un peu plus de 200 000 personnes actives. Donc, le produit, il a beaucoup évolué dans le bon sens dernièrement en termes de simplicité, d'accessibilité, etc. Donc là, on a une croissance forte des utilisateurs ces derniers mois. C'est quoi je sais pas si tu peux nous donner les parts, mais entre, tu vois, l'argent que vous faites sur les trades commerciaux versus ne serait-ce que les produits dérivés. Ouais. Non, aujourd'hui, la majorité de l'argent qu'on gagne, c'est via quand on vend la carte pour la première fois. Ok, dès qu'elle est issue. Je sais pas comment dire en français. À l'émission. À l'émission de la carte. Ouais. C'est aujourd'hui la majorité de nos revenus. Ok, d'accord. Et c'est quoi votre ambition? Est-ce que c'est toujours sur, faire en sorte de sortir le plus de cartes, de signer des nouveaux joueurs, pour signer aussi des nouveaux clients pour vous, ou est-ce que à l'inverse, c'est de maximiser l'achat, pas in-app, mais les produits dérivés, de faire en sorte qu'ils traitent plus entre eux? Alors écoute, nous sur les 12 mois à venir, les piliers stratégiques, c'est quoi? C'est côté marketing, on crée une machine de production de contenu. Donc là, tu es dans notre nouveau studio où on enregistre beaucoup de contenu. Si vous avez besoin d'un intervieweur, écoute, avec putain, là je le fais gratuit, mais je te jure. C'est le problème, c'est que tu m'as dit que ce serait gratuit, donc la négo va être compliquée. Ok, offre-moi des maillots, il y a pas de souci. Non mais écoute, donc ok, gros effort market, gros effort production de contenu, gros volume de production de contenu. Depuis quelques semaines, on fait énormément de vidéos et on c'est accroître la communauté. Voilà, donc côté communautaire, premier pilier. Deuxième pilier, après, simplifier en fait le début du parcours quand tu sign up dans l'app. Donc on va bientôt communiquer sur un nouveau mode de jeu avec des packs de cartes gratuites que tu ouvres tous les jours et un truc beaucoup plus gamifié que ce qu'on a pu avoir. Comme on remet la carte au centre. Il y a des inspirations de là et des inspirations de Pokémon Light. Il y a des inspirations de plusieurs choses. Et globalement, l'idée, c'est que on puisse rentrer dans le kiff de Sorare en mettant un peu moins d'argent, tu vois, avec un ticket d'entrée un peu moins élevé. T'as vu que c'était une barrière à l'entrée, ça, par exemple? C'est toujours une barrière à l'entrée, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, il faut quand même mettre sur la partie où tu vas acheter des cartes blockchain, faut mettre plusieurs dizaines d'euros pour se constituer sa première équipe. Après, on a un mode de jeu qui est complètement gratuit, mais si tu veux aller sur le mode de jeu, sur ce mode de jeu là, donc effectivement, ça constitue une petite barrière pour certains budgets. Donc voilà, on a ça qui est hyper important. Puis après, on a un troisième pilier où on va pas mal appuyer sur les cartes édition spéciales. Donc on a pas mal de collabs, que ce soit dans la mode, que ce soit dans l'art et tout, sur des cartes édition spéciales qu'on va lancer à une fréquence de plus en plus élevée pour animer en fait un petit peu la collection et le marché, quoi. J'allais dire un truc tout bête, mais alors ce sont certes des humains, mais ce sont aussi des gens avec un gros pouvoir d'influence. Tous les athlètes avec qui tu travailles, est-ce que
c'est pas le plus bel asset que vous ayez créé, ces partenariats avec eux? C'est un asset qui est hyper important, hein, sur lequel on s'appuie, on continuera à s'appuyer, tu vois. Mais je dis souvent, c'est un peu un prérequis dans ce qu'on fait, qui peut aussi nous accélérer, qui nous a accéléré, qui va continuer à nous accélérer. J'ai l'impression que tu veux pas trop l'utiliser presque. Non, écoute, c'est pas que je veux pas l'utiliser, c'est que je l'ai utilisé moins que ce que j'aurais pu là sur les 2 années qui s'écoulaient, parce que j'estimais que le produit, il était pas forcément apte encore C'est intéressant. tu vois, à prendre en si demain, flow. t'as Je t'ai énormément dit de en visites. intro, moi je considère encore qu'on a un produit niche. Alors on a un plan très clair pour ne plus l'être, avec tout un tas d'initiatives. Mais bon, ça sert à rien que Mbappé il tweete tous les jours sur ton produit. Si quand t'arrives dans le produit, tu vois, tu comprends pas ce qui se passe, ou c'est trop cher pour, tu vois. Donc en fait, il faut juste être malin dans la manière d'utiliser en fait ce que tu dis, c'est assez extraordinaire, parce que sinon après si tu déçois une première fois, c'est dur ensuite il y a des cartes à pas griller en fait. Exactement. D'accord, donc ça arrivera peut-être. Ça va arriver plus fort. On va terminer ce podcast. Je t'ai demandé quand même la personne la plus kiffante, mais là on va rentrer les pieds dans le plat. Ouais. T'as rencontré Mbappé, t'as rencontré Zizou, je sais pas si t'as rencontré Basile Boli. J'ai rencontré Basile Boli au Vélodrome. Ouais. Je suis quand même gentil, je te mets un Marseillais dans l'histoire, qui a joué pour Marseille. Arrêtez de croire que Zizou c'est un Marseillais. Passons. Émotionnellement, à titre totalement perso, oublie le business. C'est lequel qui t'a mis un petit truc dans ton ventre? Non, mais en mode, je pense que je ferais pas offense ni à Kylian ni à personne en disant que Zizou, si tu veux, moi, voilà, je suis génération, tu vois, je suis né en 86, 98, ça reste le souvenir le plus fort, tu vois. Parce que 2018, 93, même. la Ligue des Champions, j'ai des souvenirs un peu diffus. 7 ans, Donc voilà, je me souviens, mon père et tout, qui a des émotions. Mais le vrai gros souvenir, c'est ça. Donc si tu veux, Laura, enfin tu sens un truc en fait, tu vois, je suis rentré dans la pièce, tu sens réellement une aura, quoi, tu vois, c'est un truc tu me dis ça, j'ai la chair de feu, genre. parce que je me souviens de ce moment et tiens, putain, le mec il a pas besoin de parler, en fait il dégage un truc. Il s'en rend compte? Parce que je les gens que j'ai rencontrés de tes équipes qui l'ont rencontré, dès qu'on parle, et on a parlé d'autres joueurs, mais lui c'était... Et il est adorable. Ouais. Et il est humble, il est adorable. C'est mais incroyable. Il sait ou pas? Je pense qu'il le sait parce qu'il est très très humble et il a arrêté d'essayer de comprendre, je pense. Mais après, en revanche, il en joue pas du tout, tu vois. Non, je sais. Au contraire, je le trouve de plus en plus accessible. Je trouve qu'il fait beaucoup de choses avec les jeunes même, de manière globale. Je vais terminer avec mes dernières petites questions. Sur une échelle de 1 à 10, j'aimerais savoir, Nicolas, à quel point tu es heureux au quotidien? Écoute, je suis très heureux. Donc c'est en gros, c'est marrant parce que c'est une question que je pose. Je vais te donner la réponse. Une question que je pose en entretien, sur les prises de référence, et je me rends compte que tu sais, les Français notent plus sévèrement que les Anglo-Saxons. De ouf. Tu vois, donc 10, en fait, ça n'existe pas. Ouais, un 7 français, c'est un 8,5 US, tu vois. Donc je te donne un 8 et je te dis un gros 8, tu vois. Aux US, t'aurais dit 9. Un bon 9 ricain, tu vois. Et non, parce que voilà, j'ai une famille incroyable, que j'ai une équipe incroyable chez Sorare, on a des projets incroyables là, qu'on va livrer bientôt, et que j'ai une communauté d'utilisateurs incroyable aussi. Donc non, je suis hyper équilibré, heureux. Imhotep. Et voilà quoi. Merci pour la question. Celle-là, tu vas la moins la kiffer sur une échelle de 1 à 10, à quel point t'es riche. Malin là. Tu sais, j'en parle pas parce que je trouve que c'est pas la partie la plus intéressante, mais moi j'ai pas grandi dans la pauvreté, mais j'ai grandi dans des conditions modestes. Tu vois, mon père est agriculteur, ma mère était assistante. T'as fini de rembourser ton école? Donc j'ai fini de rembourser mon école. J'étais boursier, tu vois, typiquement à l'école. Donc j'ai eu des frais de scolarité très réduits grâce à ça. Mais si tu veux, très très tôt dans ma carrière, même dès mes premiers salaires, parce que j'ai commencé dans le conseil, je me suis dit putain, en fait je fais à peu près ce que je veux, tu vois. Alors mais très tôt j'ai eu le sentiment de me dire
Ouais, j'ai fait des trucs que je faisais pas du tout dans ma jeunesse. T'as pété un plafond de verre, genre Ouais, te dire je peux être payé et en tant. fait, ouais, et puis après, si tu veux, par la suite, ouais, j'ai gagné plus d'argent avec Sora et je fais plus de choses. Mais alors déjà, j'ai pas poursuivi ça. Je me suis toujours dit, en fait, il faut que je fasse un truc qui est avec beaucoup d'ambition, qui me passionne et qui a un potentiel énorme. Et si je fais tout ça à fond, ouais, peut-être que ça viendra, mais je le fais pas pour ça vraiment, tu vois. Ok. Et Limite, tu donc, le mérites pas ton argent si t'as pas fait tout ça après. je sais pas si je le mérite ou si je mérite pas, tu Tu vois. le dépenses avec un moins gros sourire. Mais ouais, en tout cas, en fait, j'ai pas besoin de beaucoup de choses, quoi. Tu vois, je suis pas hyper. J'aime pas les voitures, j'aime pas. En fait, j'ai pas. C'est intéressant. J'aime voyager, j'aime bouffer, j'aime faire kiffer ma famille, mes potes. Voilà, c'est pas... J'aime beaucoup parce que et j'inviterai les gens à regarder ton LinkedIn. Moi, j'ai regardé tout à l'heure. T'es rentré en stage, t'es ressorti en supervisor, console, ou je sais plus, mais big truc. Au début, ouais. Et j'ai l'impression enfin, c'est ce que tu me dis, mais qu'en fait, ces jobs-là t'ont aussi permis de voir que tu pouvais accéder à peut-être un certain niveau de richesse et très vite, il y a des limites aussi dans le bonheur et dans ton bonheur au quotidien. Mais deux dernières questions sur une échelle de 1 à 10. À quel point ton job, toi, d'entrepreneur, nourrit ta vie perso et apporte du sens? Mon job d'entrepreneur, il est complètement lié à ma vie perso. D'ailleurs, ma femme a entrepris avant moi, elle a revendu une boîte avant moi, elle a remonté une boîte. Donc, si tu veux, on parle que d'entrepreneuriat tout le temps. Nos filles... Il va y avoir 3 podcasts avec tes enfants. On parle de ça, tu vois, on explique. Même mes filles sont relativement jeunes encore, tu vois. Mais voilà, on parle... on est toujours dans la création et dans comment aller au coup d'après et changer des idées. Donc de 1 à 10, combien? Donc la question c'est de 1 à 10, combien ça t'apporte du sens? Ça m'apporte du sens. Je pense entre 7 et 8 parce qu'il y a pas que ça, tu vois. Le français, quoi. Il va pas être ricain, là. C'est une grosse partie de mes journées, c'est une grosse partie de ma vie, ouais, c'est sûr. À quel point ce même quotidien, sur une échelle de 1 à 10, toi, te demande de l'effort ou est difficile? Très rapidement. Sur une échelle de 0 à 10, à quel point c'est difficile? Ah non, c'est pas difficile, c'est 2 sur 10. Hein. Et ça te demande des efforts? Ça me demande des efforts. Je sais pas, 2 ou 3 sur 10 aussi. Ouais, ok, d'accord. Ouais. Non, parce que parfois les gens trouvent que c'est différent de dire des efforts ou difficile. Tu vois, vu qu'ils prennent du plaisir. Mais ok, très bien. Non. Et c'est ma dernière question. Ouais. Tes enfants ont quel âge? 1 an et demi, 6 ans, 8 ans. Parfait. Ouais. J'aimerais savoir, c'est quoi la matière que t'adorerais qu'ils aient les 3 en primaire, mais qu'en fait tous les enfants de France devraient avoir en primaire, qui manque? Très bonne question, ça. Je pense que... Tu vois, aux US, ils sont vachement plutôt... on les laisse faire des petits projets, c'est des enfants sur des stands qui vont concevoir des trucs, les revendre, tu vois. Et pourquoi ils ont une mentalité beaucoup plus business oriented? Parce qu'en fait, très très jeune, en fait, on t'apprend à créer. C'est un jeu, tu vois. En France, c'est sale, en fait, presque, tu vois. Genre, c'est un gamin qui fait un gâteau et qui le vend et qui t'explique que, en fait, c'est sympa qu'il apprenne, tu vois, la chaîne de valeur du gâteau et ensuite la marge et tout. En fait, on va lui dire, rends l'argent. C'est pas que ça, mais en fait, alors je te réponds un peu à chaud comme ça, parce qu'on parle d'entrepreneuriat et tout. On a non, mais le rapport à l'argent, pas forcément rapport à l'argent, mais à la création, tu vois. Et puis potentiellement même la création de valeur, quoi. Je trouve que c'est intéressant. Alors, pas au CP, tu vois, mais tu vois, fin de primaire, moi, ma fille me pose déjà celle qui est en C2 me pose déjà des questions, tu vois, elle veut faire des brocantes, aller revendre des trucs et tout, c'est sympa, tu vois. Donc, ouais. J'adore. Putain, il est 11. Tu dois partir. Un grand merci, Nicolas. Merci, Yacine, c'était canon. J'ai quand même terminé avec ça. Ben, merci. J'ai pris beaucoup de plaisir. Pareil. Je dis souvent un grand merci à toutes les personnes qui nous regardent, mais surtout, moi, j'ai envie de terminer avec ça, sur ce que tu as terminé. Je sais pas si tu savais, mais 88% de la société active est salariée. Ok. Donc 12% d'entre nous sommes indépendants. Ouais. Les amis, rééquilibrons un petit peu la balance. Ouais. Certes, pour qu'il y ait des bergers, il faut des moutons, mais il faut aussi des moutons pour qu'il y ait des bergers. Bref, voilà, c'était juste la petite outro. Bonne chance à toutes les personnes qui entreprennent et à la semaine pro pour un nouvel épisode. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Salut.
C'est déjà la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, pourquoi vous nous le diriez pas ? Laissez-nous un petit commentaire, un petit like, partagez-le à des amis, des personnes qui seraient susceptibles d'aimer cet épisode. Et n'hésitez pas non plus à nous proposer des invités pour les prochains épisodes. Le prochain épisode sort lundi, je vous laisse vous abonner dès maintenant. Et encore une fois, merci de nous soutenir et de nous écouter. Un grand merde à toutes les personnes qui entreprennent. Et à très vite pour un nouvel épisode. Ciao ciao.